Eh bien, il faut savoir que le café pousse essentiellement sur le bandeau équatorial, donc le Mexique, l'Amérique centrale, une partie d'Amérique du Sud. Ensuite, on va passer à une partie de l'Afrique avec l'Éthiopie, le Rwanda, etc. Et le bandeau continue jusqu'en Asie avec le Vietnam, l'Indonésie, la Thaïlande et le Laos, par exemple. Et bien pour nous, on essaie toujours d'avoir une gamme harmonieuse de café avec diverses spécificités. Et pour ce faire, on source nos cafés dans divers endroits du globe, quoi, hein. L'idée, c'est d'avoir un panel assez large avec des cafés que l'on ne retrouve pas ailleurs. Au-delà des cafés pure origine, on a aussi nos propres assemblages. En fait, comme tous les torréfacteurs, c'est un petit peu ce qui fait notre spécificité. Plusieurs recettes maison, notamment le 2A héritage, qui est la vieille recette que l'on se transmet et qui est un peu la recette signature de la maison 2A. Parmi les familles de café, il y a deux grandes familles que sont l'Arabica et le Robusta. L'Arabica va pousser en altitude, c'est souvent des cafés de montagne. Donc, les plantations vont se situer entre 800 et 1200 mètres. On va être sur un grain qui sera plus allongé, ovale, un rendu en tasse qui sera plus subtil, fruité, un petit peu plus floral, beaucoup plus de complexité. Et c'est un grain qui détient moins de caféine que le Robusta. Le Robusta, c'est un café qui va pousser plutôt en plaine. Donc d'un point de vue de la culture, il y a beaucoup moins de contraintes. Ça va donner un café qui sera un petit peu moins cher. Il y a moins de subtilité. Par contre, il y a un côté intéressant parce qu'il va mener un côté charpenté à la tasse. Il faut savoir que dans le grain de Robusta, il y a plus de caféine que dans l'Arabica. Il faut noter que le grain Robusta se reconnaît facilement parce qu'il est plus rond que le grain Arabica qui sera plus allongé. Alors il faut savoir qu'à la maison 2A, l'essentiel de notre gamme est fait à partir de café Arabica pour une raison de complexité aromatique, de subtilité. Et pour ce qui est du Robusta, on l'utilise essentiellement dans les mélanges. Les mélanges surtout pour de l'expresso, parce que le Robusta va amener une petite touche caramélisée, un petit peu de corps à la tasse et une belle créma. Le Robusta, l'exemple typique, c'est le café vénitien, qui est une recette de la maison 2A, 70% Arabica, 30% Robusta, qui est essentiellement proposé pour de l'expresso, pour son corps, son arôme et sa crème. Pourquoi on rajoute un peu de Robusta? Pour amener un peu de corps à la tasse, un côté crémeux et des notes un petit peu caramélisées qui vont bien à l'expresso. Un café de spécialité, c'est un café qui a obtenu une note supérieure à 80 sur 100 selon les standards de l'ASCA. Les cafés de spécialité sont évalués par ce qu'on appelle des Q-graders. Des Q-graders qui sont en fait des experts en analyse de grains verts et aussi dans l'analyse dégustative. Ils se basent sur des critères comme déjà sur l'aspect visuel, le nombre de défauts qu'il peut y avoir dans le grain vert, sur l'homogénéité et aussi sur le côté dégustatif, le profil aromatique, l'équilibre de la tasse, les arômes et aussi la finition en bouche. Donc, au-delà des standards de l'ASCA, un café de spécialité, c'est un café dont on connaîtra l'origine et la traçabilité. Mais pour nous, le choix du producteur, c'est quelque chose de fondamental. D'ailleurs, tous les ans, on se rend sur place dans les plantations avec qui on travaille, avec qui on a tissé un partenariat solide maintenant depuis des années. Pour nous, c'est important de vérifier la méthode de culture. On prêche pour une méthode vertueuse. On insiste pour avoir des cafés certifiés bio. Il faut savoir que la maison 2A est un des rares ateliers à être certifié EcoCert. Au fil des années, en fait, on a développé des relations très très fortes avec les producteurs, avec qui on reste en contact tout le long de l'année. Pour nous, ça a vraiment du sens de voir le café sur l'arbre,
avant de le recevoir ici et de le transformer. Et bien, quand on est sur place sur le terrain, pour sélectionner un café, on procède toujours de la même façon. C'est une méthode empirique qui s'appelle la méthode brésilienne et que l'on applique partout dans le monde. Donc c'est ce qui permet de comparer plusieurs cafés entre eux avec la même méthode. C'est pour ça qu'on est habitué lors de nos voyages sur place dans les plantations à passer de longues heures à faire du cupping pour sélectionner nos cafés. Nous, ce qu'on a essayé de mettre en place depuis longtemps, c'est qu'on ait une relation forte avec le producteur ou la coopérative, qu'on soit gagnant-gagnant. Nous, ce qu'on veut, c'est que le producteur ou le paysan soit payé au juste prix pour son travail. Si on peut même payer une partie de la récolte en avance, ce qui permet, lui, de travailler dans des conditions optimales avec de la trésorerie. Et nous, on a la garantie d'avoir un café tel qu'on l'a sélectionné au départ et d'envisager un partenariat sur du long terme. Donc les facteurs qui influencent le rendu en tasse, c'est tout d'abord le terroir. De quelle manière est récolté le grain, si c'est manuel ou industriel. Ensuite vient la méthode de dépulpage, de séchage, de comment est torréfié le café et enfin la méthode d'extraction. Donc c'est la somme de tous ces critères qui se mélangent, qui influencera à la fin l'équilibre en tasse. Donc il y a plusieurs process de lavage. Bon, il y a tout d'abord la méthode lavée, qu'on appelle washed process. Le fruit, après la récolte, va être passé dans une machine où on va extraire le grain et qu'on va dépulper après à la main en passant ce grain dans l'eau. Ensuite vient la méthode nature, qu'on appelle, en anglais dry process. Donc on va tout simplement prendre le grain après la récolte et le laisser sécher au soleil et qu'on va laisser plusieurs jours voire semaines sécher naturellement au soleil, laisser agir la nature tout simplement. La pulpe va se caraméliser et se déposer sur le grain qui va donner un aspect beaucoup plus caramélisé, beaucoup plus parfumé, fruité au café. Alors on parle aussi d'une méthode honey, le semi-lavé. C'est le juste milieu entre la méthode lavée et le nature, c'est-à-dire qu'on ne va pas complètement enlever la pulpe du fruit, on va en garder un tout petit peu pour apporter encore ce côté gourmand, ce côté sucré, une petite touche canne à sucre au café. Et enfin, il y a une autre méthode qui est moins connue, c'est une méthode en anaérobie, c'est-à-dire que le fruit, carrément, on va le laisser fermenter dans des cuves hermétiques pour apporter ce côté un peu vineux à la tasse.